à tous. Nous sommes ici tous présents, donc la défense de M. Sefrioui dans le cadre de l'affaire Samuel Paty. Et nous tenions effectivement à faire part de certains éléments. Vous avez tous remarqué que lors du réquisitoire définitif donc, qui a été adressé par le parquet, un changement de qualification a été opéré. C'est ce que nous nous sommes efforcés de dire depuis le début de l'instruction. Depuis le début de l'instruction, nous n'avons eu de cesse de dire que la qualification de complicité d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste qui visait notamment notre client, à savoir M. Sefrioui, était totalement fallacieuse, totalement erratique. Aujourd'hui, après 2 ans et demi d'instruction, d'information judiciaire, où la défense de M. Sefrioui n'a eu de cesse que de clamer d'une part son innocence et surtout le côté erratique de cette qualification, à la fin de l'instruction, le parquet vient d'opérer un changement puisque finalement, il déciderait donc d'une qualification, il ferait le choix d'une qualification d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. C'est une qualification qui n'a plus rien à voir. Alors, d'ailleurs, dans le réquisitoire, il est totalement admis maintenant que M. Sefrioui n'avait aucunement l'intention d'attenter à la vie de Samuel Paty. Et le lien qui était fait de la complicité, qui était fait notamment hier, aujourd'hui avec les terroristes, on est passé de ce lien-là, aujourd'hui, à une association de malfaiteurs totalement alambiquée qui serait une complicité, une association de malfaiteurs faite avec le père de la jeune fille, dont notamment est partie toute l'histoire. Derrière ces questions de qualification juridique qui sont assez simples à comprendre, il y a surtout l'enjeu aussi de la détention provisoire. Nous, cette détention provisoire, nous la dénonçons. Nous avons fait un nombre incalculable de demandes de mise en liberté. Nous sommes allés vraiment sur tous les fronts, sur tous les fondements. Et nous avons aussi complètement décortiqué le dossier, puisque la qualification de complicité d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste était évidemment le support juridique de cette détention provisoire. Aujourd'hui, nous défendons un homme qui, dans quelques jours, aura 64 ans. Nous ne comprenons pas l'acharnement des magistrats, en réalité, à le garder en détention, puisqu'il a toutes les garanties de représentation. Et puis, c'est une détention qui est terrible. Si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la mort blanche, c'est le placement à l'isolement total. Et il faut aussi arrêter de prendre ce combat comme étant une injure ou quelque chose de déplacé, quelque chose de gênant à l'adresse de la mémoire de Samuel Paty. On refuse ce clivage-là, nous avons toujours refusé de nous laisser entraîner dans ce genre de discours. Ça n'est absolument pas cela. C'est maintenant tirer les conséquences au plan de la détention provisoire d'un dossier qui, concernant Abdelhakim Sefrioui, n'est pas le dossier qui avait été présenté au départ. Nos arguments ont été entendus et on en a aujourd'hui un renoncement de la part du parquet national antiterroriste sur cette question de la complicité, alors qu'on a toujours justifié cette détention provisoire de M. Sefrioui sur la base d'une prétendue complicité. Or on sait, et c'est sorti dans la presse, que la vidéo que M. Abdelhakim Sefrioui a fait n'a jamais été vue par le terroriste qui est à l'origine de l'assassinat de Samuel Paty. Et ça, nous le disions depuis le début dans ce dossier, à savoir qu'il n'y a pas de lien intellectuel entre la production d'Abdelhakim Sefrioui et l'assassinat de Samuel Paty. Aujourd'hui, nous sommes entendus. Certes, le parquet essaie de se rattraper avec cette qualification d'association de malfaiteurs terroristes, mais nous en tirons toutes les conséquences. Et dès aujourd'hui, nous allons présenter une demande de mise en liberté pour M. Abdelhakim Sefrioui pour que ce dernier puisse être placé sous contrôle judiciaire, comme le sont d'autres personnes impliquées dans ce dossier. La mise en examen de M. Sefrioui ne doit pas être un cache-sexe, déshérence notamment de l'éducation nationale, déshérence du ministère de l'Intérieur et notamment des renseignements. Ce n'est pas la défense de M. Sefrioui ici présente qui le dit. Un livre vient notamment de sortir, une enquête vient de sortir et qui pointe les manquements dans notamment la prévention et la protection de Samuel Paty, les manquements de l'éducation nationale, les manquements au niveau des renseignements. Et enfin, j'ai envie de dire, il y a certaines carences, malheureusement encore au sein de cette instruction, puisque nous avions pointé le rôle d'un personnage extrêmement important dans cette affaire, qu'on pourrait qualifier de commanditaire dans cette affaire, et dont le rôle est totalement minimisé, minoré dans le réquisitoire définitif qui a été fait par le parquet. Le rôle de M. Chamy. M. Chamy qui est en Syrie, auprès duquel, tout de suite, lorsque le terroriste a commis son forfait, lorsque le terroriste a commis son crime, lorsque le terroriste a commis son acte irréparable, il a tout de suite
informé M. Chamy à de multiples reprises. Et il a tenu à revendiquer son attentat auprès de cette personne qui, près d'un mois d'avant déjà, avait notamment ordonné à la communauté tchétchène de se venger et de commettre des actes terroristes par rapport à la publication des caricatures de Charlie Hebdo. Mais les derniers éléments du dossier, avant l'avis de fin d'information, également pointé qu'il y a eu des échanges sur Instagram en tout début d'après-midi, le 16 octobre 2020. Ça veut dire qu'il était potentiellement téléguidé. On se rend compte que Farouk Chamy, à notre demande, mais il a vraiment fallu très lourdement insister, a fait l'objet donc d'une enquête préliminaire, mais séparée de l'information judiciaire concernant l'assassinat de Samuel Paty. Alors, soit en fait on cherche toute la chaîne de causalité, dans ce cas-là on ne s'explique pas pourquoi est-ce qu'on élude en fait le rôle de Farouk Chamy, soit c'est autre chose. Mais... Et par ailleurs, je tiens à préciser que le rôle de Farouk Chamy était connu dès le départ dans l'instruction, dès le départ. Et pour autant, les enquêteurs, qui, comme vient de le dire ma consoeur, ont décidé d'ouvrir une enquête séparée, se sont emparés du rôle de Farouk Chamy qu'une fois que son rôle a été connu du grand public, qu'une fois que la presse, vous, les journalistes, se soyez emparés du rôle de Farouk Chamy, du rôle véritable de Farouk Chamy. Mais son rôle était déjà connu dès le départ, dès le lancement de l'instruction, et il n'avait pas été jugé bon à l'époque par les enquêteurs de s'intéresser à ce dernier. Farouk Chamy a été un mentor pour Abdullah Kanzorov, ça on en a absolument la certitude, puisqu'on sait qu'ils échangeaient. On sait que Kanzorov a vu la vidéo de Farouk Chamy appelant à commettre des exactions suite à la republication des caricatures de Charlie Hebdo. Et donc voilà, ça a été son mentor, ça a été un des instigateurs du passage à l'acte, puisqu'il a appelé ouvertement à la vengeance. Et ce qui nous dérange fortement, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez sur Instagram ou Twitter, eh bien Farouk Chamy continue à sévir avec ses prêches, donc au su et au vu de tous, et visiblement ça ne dérange personne. Et nous disons attention, méfiance, puisque cette personne a une très forte influence. Et on ne doit pas incriminer, parce que c'est un peu ce qu'on a eu l'impression, qu'on a incriminé, parce que c'est ce qui a beaucoup été fait aussi dans le dossier d'instruction. On a beaucoup incriminé M. Sifrioui pour ses idées passées. On peut cautionner ou ne pas cautionner les idées de M. Sifrioui. D'ailleurs, M. Sifrioui a été très souvent attaqué en justice. Il a à chaque fois gagné, notamment lorsqu'il a été attaqué sur notamment des matières afférentes au droit de la presse. Il a à chaque fois gagné. Alors on peut être en désaccord avec ses opinions, et c'est tout à fait légal. Ceci étant dit, entre être en désaccord avec ses opinions et ensuite le mettre en examen pour une association de malfaiteurs terroristes, dont je rappelle que les ministres Darmanin et Dupond-Moretti jugeaient eux-mêmes que les propos qui avaient été tenus ne pouvaient pas être répréhensibles pénalement, et ont donc dû créer ce fameux délit de la mise en danger de la vie d'autrui suite à la divulgation d'informations personnelles, mais qui à l'époque considérait que les actions de M. Sifrioui n'étaient pas pénalement répréhensibles. Il faut donc que vous, journalistes, médias, mais aussi bien sûr, surtout la justice, le parquet, les juges, comme la défense, se doivent d'être extrêmement vigilantes pour ne pas qu'on se dirige vers cette pente extrêmement dangereuse. Mais par ailleurs, j'ai envie de dire, la famille Paty demande aussi et sollicite aussi et a déposé plainte contre l'État, Et j'ai l'impression qu'on marche sur une jambe, parce qu'effectivement, M. Sifrioui aujourd'hui est mis en examen, placé en détention provisoire. Or, il est clair et manifeste qu'il y a eu des manquements de la part de l'État, et vous n'avez jusqu'à présent aucune personne responsable, que ce soit au niveau des renseignements, au niveau de l'éducation nationale, qui a été soit mise en examen, placée en détention provisoire. Et une autre personne qui a été mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes, mais aussi pour complicité d'assassinat, et qui n'a pas fait un seul jour de détention, alors que cette personne était en lien constant avec le terroriste. Et d'ailleurs, c'est même par cette personne que le terroriste a pris connaissance de la polémique à l'époque sur la situation de Samuel Paty. Autre chose aussi très importante, c'est que il faut quand même avoir conscience que les faits qui ont conduit à l'assassinat de Samuel Paty s'étalent sur plusieurs jours. Il y a eu plusieurs jours, et notamment la police a été saisie sous l'autorité du parquet de Versailles, puisqu'il y a eu des plaintes réciproques entre la famille de la jeune fille et Samuel Paty aussi, qui a déposé plainte à cette occasion. Toutes les vidéos ont été vues
sous le contrôle du parquet par des policiers. À aucun moment le parquet n'avait vu dans ces vidéos un quelconque appel au meurtre ou à l'assassinat. Puis il faut quand même relever une certaine forme d'hypocrisie de la part du parquet national antiterroriste. On l'a vu dans la presse, le réquisitoire commence en rappelant tout un contexte de publication de la part du propagande djihadiste, terroriste, de la part de réseaux d'Al-Qaïda ou de Daesh. Or, on le sait dans ce dossier, dans les éléments qu'on vous a expliqués, le parquet qui était saisi des vidéos initialement reprochées à M. Sefrioui et au père de famille n'y avait rien vu à redire au moment du lancement de cette polémique. Et c'est quand même dramatique de savoir que dans ce dossier, on a ce professeur d'histoire-géographie qui n'a même pas pu bénéficier d'une protection judiciaire et venir reprocher à M. Sefrioui, 2 ans après les faits, 3 ans après les faits, qu'il aurait participé à une association de malfaiteurs terroristes, alors que l'État, les services de renseignement, le procureur de la République, l'éducation nationale savaient le début de polémique qu'il y avait à Conflans-Sainte-Honorine et n'a pas jugé bon de reprocher une quelconque infraction à M. Sefrioui au début de ce dossier. Il le considère comme le début d'une justice, le début de la reconnaissance de son innocence, parce que jusqu'à présent il vivait une injustice manifeste. Élise venait de le rappeler, une détention extrêmement difficile pour une personne malade qui a aujourd'hui 64 ans, qui n'a jamais été en détention provisoire de sa vie, qui n'a jamais fait un seul jour de prison de sa vie. Ceci étant dit, il garde foi et espoir en la justice. Monsieur Sefrioui, qui à plusieurs reprises, parce que je sais qu'on essaye de le faire passer pour un monstre, mais Monsieur Sefrioui, quand il était entendu en garde à vue, a de multiples reprises condamné l'acte odieux qu'a subi Monsieur Paty, et a tenu cette phrase extrêmement symbolique, extrêmement importante. Si j'étais là, et si j'avais pu me mettre en travers et donner ma vie pour sauver celle de Samuel Paty, j'aurais donné ma vie pour préserver la vie de Samuel Paty. Voilà la position de M. Sefrioui, et voilà la raison pour laquelle aujourd'hui il se satisfait de ce changement de qualification, même s'il sera pleinement satisfait lorsqu'il sera innocenté, puisqu'il est totalement innocent. Il y a effectivement une instrumentalisation, malheureusement, de ce crime atroce, de cet acte terroriste. Il y a une instrumentalisation, parfois une instrumentalisation, parce qu'effectivement on essaye de faire dire à M. Sefrioui ce qu'il n'a jamais dit, on essaie de faire penser à M. Sefrioui ce qu'il n'a jamais pensé. Puis certains, alors on utilise aussi, hein, on fait témoigner des gens qui ont été ses adversaires politiques durant tout son passé militant. Je trouve ça pour le moins immoral et fallacieux juridiquement. Et puis jusqu'à, et vous avez pu, et d'ailleurs c'est vous qui avez révélé le scandale, jusqu'à ce qu'aujourd'hui certains adversaires de la pensée politique de M. Sefrioui qui en sont venus à instrumentaliser des fonds, notamment, et où on a pu voir que parfois la sincérité était très orientée vers le financier. Il a toujours été dans la volonté de M. Sefrioui que ces audiences soient publiques afin que tout le monde puisse assister. Or le parquet s'y est toujours opposé. C'est quand même assez paradoxal dans un dossier qui nécessairement intéresse la France entière de voir que le parquet s'oppose toujours à ce que M. Sefrioui puisse bénéficier d'une audience publique à laquelle chacun pourrait assister. M. Sefrioui aurait clairement aimé s'exprimer de façon transparente devant la France entière, et on lui empêche ce droit, et ce alors qu'on continue de communiquer bien sûr dans son dos. Inéluctablement, c'est M. Sefrioui qui a fait le plus de demandes de mise en liberté, parce que c'est celui qui certainement dans ce dossier, parce que les autres, je ne porte absolument pas de jugement, mais connaissaient soit le terroriste ou discutaient, échangeaient avec le terroriste. M. Sefrioui n'y a jamais eu aucune espèce de lien, ni même intellectuel, ni même numérique, ni même téléphonique avec le terroriste. Ce qui fait qu'il est d'autant plus, il se sent d'autant plus innocent, et qu'il est la personne qui a certainement fait le plus de demandes de mise en liberté. Il s'en faisait un principe. Il disait je suis innocent, il faisait donc demande de mise en liberté, recours devant la chambre d'instruction, rejeté, et on faisait une demande de mise en liberté dans la foulée. C'est aussi une manière symbolique de contester sa détention provisoire, parce que lui n'a aucun lien, d'ailleurs l'instruction judiciaire n'a pu prouver aucun espèce de lien entre M. Sefrioui et le terroriste, alors que tous les autres qui sont mis en examen ont eu à un moment T, peut-être même furtif, une connexion ou un échange avec le terroriste.